Le but de cette vidéo est de rétablir une certaine vérité historique sur la situation russo-ukrainienne. Nous vivons en fait à l'intérieur d'un récit unilatéral selon lequel Vladimir Poutine serait le seul responsable de la situation actuelle. Poutine, nous disent nos médias, est un dictateur sanguinaire, obsédé par la restauration d'un empire qui n'existe plus, et il n'hésite pas à envahir, détruire et tuer pour réaliser son rêve. Poutine doit être arrêté par tous les moyens. En fait, si l'on y réfléchit un instant, ce récit ne peut pas rester en l'état. Il n'y a que dans les bandes dessinées qu'il y a un méchant qui se réveille le matin et décide de conquérir un monde composé de gens innocents et bons. Dans le monde réel, les choses sont un peu plus compliquées, et la faute n'est jamais d'un seul côté. Le problème est que nos télévisions ne nous montrent que la guerre en cours, du matin au soir, mais elles oublient systématiquement d'expliquer comment nous en sommes arrivés là. Et comme le dit l'écrivain Roberto Quaglia, on ne peut pas montrer aux gens les 30 dernières secondes d'un film et espérer qu'ils comprennent toute l'intrigue. Vous devez leur raconter toute l'histoire, depuis le début. Nous allons donc essayer. Nous le ferons brièvement, bien sûr, mais nous essaierons au moins d'aborder tous les points essentiels de l'histoire. Après cela, chacun pourra se faire sa propre opinion. Il y a donc deux problèmes principaux à surveiller. L'un est interne à l'Ukraine, l'autre est externe. Le premier concerne l'histoire du peuple ukrainien et la profonde division interne qui s'est créée au cours des 100 dernières années entre les pro-russes et les pro-occidentaux. L'autre problème est externe et concerne le positionnement politique de l'Ukraine dans les équilibres internationaux. Rester avec la Russie, rester indépendante ou rester avec l'Occident en rejoignant éventuellement l'OTAN. En ce qui concerne l'histoire interne, nous devons garder à l'esprit que nous parlons d'un pays de 44 millions d'habitants, profondément divisé par de fortes différences ethno-linguistiques. La partie occidentale du pays, en jaune, qui parle majoritairement l'ukrainien, et la partie sud-est en rouge, qui parle majoritairement le russe. En réalité, il n'y a pas de ligne de démarcation claire. Les transitions sont beaucoup plus progressives. Dans la région occidentale, appelée Galitzia, on parle un ukrainien pur. Au centre, on parle un mélange d'ukrainien et de russe, et en allant vers le sud-est, le russe pur prévaut. Mais ukrainiens et russes sont également deux groupes ethniques différents, et ne se sont jamais entendus. Ce sont principalement les Ukrainiens, pas tous bien sûr, mais beaucoup d'Ukrainiens, qui détestent viscéralement les Russes. Les raisons de cette haine remontent aux années 30, à l'époque du stalinisme. Après la révolution russe de 1917, l'Ukraine a intégré l'Union soviétique. Il n'y est pas entré de très bon cœur. Certains Ukrainiens ont même combattu dans l'armée blanche contre les bolcheviks. Mais les Rouges ont gagné et l'Ukraine est entrée dans l'Union soviétique. Et l'une des choses qui n'a jamais été digérée par les Ukrainiens est la nouvelle politique de Staline de centralisation et de redistribution de toutes les ressources du pays. C'est la fameuse collectivisation, qui a contraint les petits agriculteurs locaux, appelés koulaks, à céder leurs terres à l'État et à les confier aux kolkhozes, les grandes organisations d'État qui géraient les actifs agricoles. Cela signifie que l'Ukraine, riche surtout en céréales, est progressivement devenue le grenier de toute l'Union soviétique, à ses propres frais bien sûr. Comme de nombreux koulaks refusaient de céder leurs terres à l'État, Staline décida en 1932 de mettre fin au problème, et il le fit à sa manière. Afin de punir les rebelles ukrainiens, il provoqua une famine qui dura plusieurs années et coûta la vie à plusieurs millions de personnes en Ukraine. De 4 à 6 selon les statistiques. Cette tragédie est commémorée par les Ukrainiens sous le nom de Holodomor. Confiscation violente de terres, déportation massive vers le goulag, déplacement forcé de familles et de villages, et bien sûr, la peine de mort pour ceux qui n'acceptaient pas les ordres de Moscou. Je le répète, ce sont des faits qui remontent à près de 100 ans, mais il est important de comprendre d'où viennent les racines de la haine profonde qu'une partie des Ukrainiens éprouve encore aujourd'hui à l'égard de la Russie. Et en fait, dans les années 1930,
Plusieurs organisations pro-nazis sont nées en Ukraine, qui sont naturellement restées dans la clandestinité sous Staline. Ces organisations étaient principalement basées en Galitzia, la région occidentale du pays. La plus importante de ces organisations est l'OUN, Organisation des Ukrainiens nationalistes, fondée en 1929. L'un des principaux leaders de l'OUN était Stefan Bandera. Leur symbole était un drapeau rouge et noir. Le rouge représentait le sang, le noir la terre. Anti-russe, anti-polonais et antisémite, Bandera proclama la supériorité et la pureté du peuple ukrainien, tout comme les Allemands proclamèrent la supériorité et la pureté du peuple arien. Aujourd'hui encore, comme nous le verrons, Bandera est considéré comme le plus important symbole du nationalisme ukrainien. Lorsque les troupes d'Hitler lancèrent l'opération Barbarossa en 1941 afin de conquérir la Russie, elles devaient évidemment traverser également l'Ukraine sur la directive sud jusqu'à Stalingrad. Et les troupes nazies en Ukraine occidentale furent accueillies en libérateurs. Des organisations clandestines pro-nazis apparaissent au grand jour et de nombreux nationalistes ukrainiens deviennent des collaborateurs des Allemands. Des divisions et bataillons entiers étaient composés de collaborateurs ukrainiens. La plus importante d'entre elles était la division Galitzia, qui enrôla jusqu'à 80 000 collaborateurs ukrainiens. Bien sûr, sous les Allemands, ces armées avaient les mains libres et perpétrèrent des massacres ethniques un peu partout. Le massacre le plus célèbre est celui de Babi Yar, près de Kiev, où 33 000 juifs furent exterminés par les bandes armées de l'OUN de Bandera. Un autre massacre concerne 37 000 Polonais qui ont été massacrés en Galice orientale par les escadrons de la mort de Mykola Lebed, un associé de Bandera. Voilà l'ambiance en Ukraine occidentale pendant l'invasion allemande. Mais Hitler a perdu la guerre. L'Ukraine est restée dans le bloc soviétique et les gangs pro-nazis ont dû retourner dans la clandestinité. Mais ils n'ont pas perdu tous leurs amis. En fait, les Américains ont toujours fait preuve d'une grande clairvoyance en sauvant des éléments nazis qui pourraient leur être utiles. C'est ce qu'ils ont fait avec la célèbre opération Paperclip, qui a permis à 1500 scientifiques allemands de s'échapper aux États-Unis après la fin de la guerre. Ils l'ont également fait avec les nazis ukrainiens, en sauvant Bandera lui-même et en l'aidant à s'échapper à l'ouest. Bandera a vécu à Munich sous un faux nom jusqu'en 1959, date à laquelle il a été traqué et tué par des agents du KGB. Un autre nazi ukrainien aidé à s'expatrier par la CIA était Mykola Lebed, l'auteur des massacres de Polonais pendant la période nazie. Lebed fut transporté directement aux États-Unis où il vécut paisiblement jusqu'en 1998 sous la protection de la CIA. Cette alliance entre la CIA et les nazis ukrainiens est très importante et nous la retrouverons plus tard. La raison pour laquelle la CIA a formé une alliance avec les nazis ukrainiens est très simple. Elle les a utilisés comme source d'informations clandestines locales contre les soviétiques. Ils avaient leurs espions prêts sur le terrain. Nous entrons donc dans la guerre froide, qui a duré de 1946 à la chute du mur de Berlin en 1989. Pendant ces presque 45 ans, les deux blocs se sont affrontés avec force le long de la ligne connue sous le nom de rideau de fer. À droite, le pacte de Varsovie, dirigé par Moscou, et à gauche, l'OTAN, qui comprend bien sûr aussi le Canada et les États-Unis. La Suède et la Finlande, en haut, restent neutres, tout comme la Suisse et l'Autriche au centre. La Yougoslavie, bien que considérée comme faisant partie du bloc communiste, n'a officiellement jamais rejoint le pacte de Varsovie. Pendant la guerre froide, il y a deux épisodes qui nous intéressent. L'un d'eux s'est produit en 1954, lorsque Khrouchtchev, le successeur de Staline, a cédé la Crimée à l'Ukraine. Les raisons de ce don n'ont jamais été complètement éclaircies. Certains disent qu'elle a été donnée en cadeau à l'Ukraine parce que Khrouchtchev, lui-même ukrainien, voulait en quelque sorte réparer les blessures que l'Ukraine avait subies sous Staline. Certains disent qu'il voulait célébrer le 300e anniversaire du pacte d'amitié historique entre l'Ukraine et la Russie, qui remonte à 1654. On ne le sait pas avec certitude, mais en 1954, la Crimée est devenue une partie intégrante de l'Ukraine, toujours au sein de l'Union soviétique bien sûr. Les frontières n'existaient pas entre les nations.
Toutefois, la base navale de Sébastopol, le siège de la flotte navale russe en mer Noire, resta sous le contrôle direct de la Russie. Le deuxième épisode qui nous intéresse est la fameuse crise des missiles cubains de 1962. Pour faire court, en 1959, Castro mena la révolution cubaine et l'île intégra le bloc soviétique. En 1962, des avions espions américains, les U-2, révèlent que des rampes de missiles nucléaires étaient en cours de construction à Cuba, manifestement de construction soviétique. À ce moment-là, le président Kennedy fit un choix risqué mais intelligent. Au lieu de traiter avec les Russes en coulisses, il passa à la télévision et dénonça le fait devant le monde entier. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. E una cosa era certa. Et une chose est certaine, Kennedy était parfaitement prêt à risquer la Troisième Guerre mondiale, puisqu'il se préparait à envahir Cuba si les rampes de lancement n'étaient pas retirées. Nous le savons grâce à l'enregistrement téléphonique d'une conversation que Kennedy a eue avec l'ancien président Eisenhower pendant la crise des missiles. Écoutons l'échange entre les deux. San Diego, but we're going to do all those things. Question military standpoint, that's a clean-cut thing to do now. That's right. Because you've made up your mind, you've got to get rid of this thing. Right. General, what about if the Soviet Union, Khrushchev announces tomorrow, which I think he will, that if we attack Cuba, that it's going to be nuclear war? What's your judgment as to the chances they'll fire these things off if we invade Cuba? Oh, I don't believe it will. You don't think they will? In other words, you would take that risk if the situation seems hard. As a matter of fact, what can you do? Well, hang on tight. Yes, sir. Thanks a lot, General. All right, thank you. Quindi avete sentito? Kennedy era... Vous avez donc entendu que Kennedy était prêt à envahir Cuba et à risquer une confrontation nucléaire directe avec la Russie, juste pour éviter que ces missiles soient placés à 200 km des côtes américaines. Heureusement, les Russes firent marche arrière et les missiles cubains furent démantelés. En retour, Kennedy promit de ne jamais envahir Cuba, retira discrètement ses missiles de Turquie, qui étaient dirigés vers la Russie, et la crise s'arrêta là. C'est le moment où, selon tous les historiens, les deux superpuissances furent le plus proches d'une guerre atomique. Reprenons maintenant notre chronologie et sautons à la fin de la guerre froide. En 1989, le mur de Berlin tombe, et en quelques années, l'Union soviétique se désintègre rapidement. Une à une, toutes les nations satellites qui en faisaient partie gagnent leur indépendance. En 1991, l'Ukraine devient également un pays indépendant. Et là, avec la chute du mur, un gros problème se pose car tout le monde se rend compte que des deux blocs opposés, il n'en restera qu'un. Théoriquement, avec la dissolution du pacte de Varsovie, l'OTAN n'a plus aucune raison d'exister, car il s'agit d'un pacte défensif contre une coalition qui n'existe plus. Les Américains, en revanche, ne pensent même pas à la dissoudre, car la Russie, même en tant qu'État unique, reste un problème pour eux. Et ils comprennent que l'OTAN peut devenir le bon instrument pour la faire s'effondrer définitivement. Alors ils s'y accrochent. Cela risquait toutefois d'entraîner de grands déséquilibres sur l'échiquier international. Cet article de Der Spiegel donne un bon aperçu de ce qui s'est passé après la chute du mur. Le premier problème était l'Allemagne de l'Est, qui faisait partie du pacte de Varsovie et qui allait soudainement se réunifier avec l'Allemagne de l'Ouest et faire partie de l'OTAN. Pour l'Allemagne de l'Est, il ne s'agissait donc même pas d'effectuer une transition intermédiaire en devenant d'abord un pays indépendant, mais de rejoindre le bloc adverse du jour au lendemain. Les Russes voulaient donc des garanties que cela s'arrêterait à l'Allemagne de l'Est et qu'il n'y aurait pas d'expansion de l'OTAN vers l'Est.
Dans l'article de Der Spiegel, nous lisons « Début février 1990, Genscher, le ministre allemand des Affaires étrangères, et Baker, le ministre américain des Affaires étrangères, présentèrent la même idée à Moscou séparément. Le ministre allemand des Affaires étrangères assura le Kremlin que, pour nous, c'est une certitude que l'OTAN ne s'étendra pas vers l'Est. Il s'agit d'un concept général, indiquant clairement qu'il allait au-delà de la seule Allemagne de l'Est. L'Américain, pour sa part, offrit des garanties fermes que la juridiction de l'OTAN et ses forces ne s'étendront pas vers l'Est. Lorsque Gorbatchev déclara qu'une expansion de l'OTAN était inacceptable, Baker répondit « Nous sommes d'accord sur ce point ». Le président américain George H. Bush déclara « Nous n'avons aucune intention, pas même dans nos pensées, de nuire à l'Union soviétique de quelque manière que ce soit. » Le président français, François Mitterrand, déclara à Gorbatchev qu'il était personnellement favorable à un démantèlement progressif des blocs militaires. Le secrétaire général de l'OTAN, Manfred Wörner, a ensuite exprimé son opposition claire à une expansion de l'Alliance occidentale. Le message était clair. Si Gorbatchev acceptait la réunification de l'Allemagne au sein de l'OTAN, l'Occident essaierait de construire une architecture de sécurité occidentale qui tienne compte des intérêts de Moscou. Ainsi, en 1991, l'Allemagne fut réunifiée avec sa capitale Berlin et resta partie intégrante de l'OTAN. Le pacte, seulement verbal, pas écrit, fut que l'OTAN ne s'étendrait pas davantage vers l'Est. Plus tard, beaucoup de participants à ces réunions devinrent oublieux et ne se souvinrent plus de ce qu'ils avaient dit. Mais à l'époque, le pacte était clair pour tout le monde et c'est ce que nous avons décrit. Le problème est qu'aux États-Unis, les néoconservateurs arrivaient au pouvoir et avec eux, la philosophie selon laquelle ils étaient la seule force dominante dans le nouveau siècle qui arrivait. C'est ce qu'ils ont appelé le nouveau siècle américain. Bien sûr, pour rester la seule force dominante dans le monde, il fallait d'une manière ou d'une autre se débarrasser définitivement de la Russie. Dans le désormais célèbre document intitulé « Reconstruire les défenses de l'Amérique », les néoconservateurs écrivirent « Les États-Unis sont aujourd'hui la seule superpuissance du monde, combinant une puissance militaire dominante, un leadership technologique mondial et la plus grande économie du monde. De plus, l'Amérique est à la tête d'un système d'alliances, l'OTAN, qui comprend toutes les autres grandes nations démocratiques du monde. En ce moment, les États-Unis n'ont pas de rival dans le monde. La stratégie à long terme de l'Amérique devrait chercher à préserver et à étendre cette position avantageuse aussi loin que possible dans le futur. Et puis, ce qui devrait déterminer la taille et les caractéristiques de nos forces nucléaires n'est pas la parité numérique avec la Russie, mais le maintien de la supériorité stratégique américaine et parallèlement à cette supériorité, la capacité de dissuader d'éventuelles coalitions hostiles de puissances nucléaires. La supériorité nucléaire américaine n'a rien de honteux. Au contraire, elle sera un élément essentiel pour préserver le leadership américain dans un monde de plus en plus chaotique et complexe. Telle était la philosophie dominante aux États-Unis à la fin du siècle dernier. Voilà pour le respect des préoccupations de sécurité de la Russie. Nous voulons le contrôle absolu du monde et c'est le bon moment pour en profiter. Et ils l'ont même mis noir sur blanc. Bien sûr, ce n'est pas comme si la Russie était soudainement passée du statut de superpuissance atomique à celui de petit pays armé de sarbacane. Ils avaient encore tout leur arsenal atomique intact. Il était donc impensable de les attaquer de front avec des armes. Il fallait trouver un moyen de les affaiblir lentement, économiquement. Et pour les affaiblir économiquement, les Américains ont deux moyens principaux. Le premier est de les obliger à dépenser de plus en plus d'argent pour l'armée. Le deuxième est de leur imposer des sanctions économiques dès que l'occasion se présente. Pour leur imposer des dépenses militaires exorbitantes, il faut les entourer partout de bases militaires, de missiles pointés sur Moscou. De cette façon, non seulement vous les menacez physiquement, mais vous les obligez également à dépenser d'énormes sommes d'argent, militairement, pour des contre-mesures.
C'est ce que les néoconservateurs entendent par maintenir la supériorité stratégique américaine. Continuer à placer de plus en plus de missiles afin de contraindre les Russes à une course-poursuite sans fin, qui les plombe économiquement. Et en fait, en parlant de noir sur blanc, en 1997 a été publié le célèbre livre de Zbigniew Brzezinski, Le Grand Échiquier, la primauté américaine et ses impératifs géostratégiques, dans lequel la future stratégie des États-Unis vis-à-vis de la Russie était clairement exposée. Séduire et amener aux côtés de l'Occident, un par un, les différents pays de l'ancien pacte de Varsovie, afin d'entourer la Russie d'une sorte de cordon sanitaire de plus en plus menaçant et inquiétant pour eux. Cette philosophie consistant à provoquer et à ébranler les Russes a été clairement exprimée par un sénateur américain, un certain Joe Biden, en 1997. Écoutez Biden dire qu'une façon de provoquer une réaction vigoureuse et hostile des Russes, même si elle n'est pas militaire, serait d'admettre les États baltes dans l'OTAN. Et regardez le sourire narquois avec lequel il le dit. I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. Et de fait, contrairement aux engagements pris envers les Russes en 1991, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque rejoignirent l'OTAN en 1999. En 2004, ce fut le tour de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. Mais la dernière pièce du puzzle manquait toujours, l'Ukraine. Et que se passe-t-il en Ukraine en 2004 ? Le hasard a voulu que la première révolution colorée financée par les États-Unis tente de faire entrer l'Ukraine dans la sphère occidentale. En fait, l'Ukraine est restée neutre depuis son indépendance en 1991. Elle entretient des relations avec l'Occident et la Russie, mais n'a jamais été trop ouverte dans un sens ou dans l'autre. Mais en 2004, de nouvelles élections ont lieu avec deux candidats, le pro-russe Viktor Yanukovych et le pro-occidental Viktor Yushchenko. En réalité, Yushchenko était plus qu'un pro-occidental. Il était le candidat choisi et soutenu par les États-Unis. Il suffit de penser que sa femme Katerina Yushchenko avait travaillé à la Maison-Blanche avec Ronald Reagan, puis était devenue un haut fonctionnaire du ministère américain des Affaires étrangères. Donc, en gros, nous avons un candidat soutenu par la CIA, l'autre par le KGB. Pour la première fois, l'Ukraine est devenue un champ de bataille entre la Russie et les États-Unis. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le vote est clairement divisé selon des lignes géographiques opposées. Le nord-ouest, avec la capitale Kiev, vote pour Yushchenko, pro-occidental, tandis que le sud-est vote pour Yanukovych, pro-russe. Au dépouillement, le pro-russe Yanukovych l'emporte d'une courte tête, mais certaines personnes n'aiment pas ça. À Kiev, la population conteste le résultat et descend dans la rue pour protester. C'est la première place Maïdan, celle de 2004, la soi-disant révolution orange. Un mois plus tard, la Cour suprême annule les résultats des élections et convoque de nouvelles élections. Ce second tour est remporté par Yushchenko, qui devient le nouveau président de l'Ukraine. Yushchenko est reçu à Washington comme un héros. Que la révolution orange ait été fomentée et financée par Washington ne fait plus de doute pour personne. Même un célèbre analyste géopolitique américain, George Friedman, l'admet ouvertement dans ses conférences. The United States had staged a series of colored revolutions throughout the Russian periphery. One of which was in the Ukraine, the Orange Revolution. And the Russians saw in this Orange Revolution the intent of the Americans to destroy the Russian Federation. Why else would the United States be underwriting groups to demonstrate? Les Russes savaient donc très bien ce qui se passait, mais à ce moment-là, ils ne pouvaient rien faire d'autre que regarder. Ce que Poutine appelle maintenant la nazification de l'Ukraine a commencé sous leurs yeux.
Une fois devenu président, Yushchenko choisit comme Premier ministre Yulia Tymoshenko, une extrémiste de droite qui déteste viscéralement les Russes. Dans l'ombre de Tymoshenko, divers leaders d'extrême droite fleurissent, comme Arseniy Yatsenyuk, du même parti que Tymoshenko, Vitaly Klitschko, du parti ultranationaliste UDAR, Oleh Tyanibok, du parti néo-nazi Svoboda. Gardez ce trio en tête, nous les verrons à nouveau en action plus tard. Pendant sa présidence, Viktor Yushchenko fait également un geste très significatif à l'égard des nazis de son pays. Il réhabilite Stefan Bandera et le nomme même héros national. На завершення я хочу сказати про те, що чекали мільйони українських патріотів і багато років. Я підписав указ за незламність духу, відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву в боротьбі за незалежну українську державу. Постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена держави Бандері Степану Андреевичу. Слава Україні! La femme de Yushchenko, Katerina, qui avait ouvertement exprimé ses préférences politiques depuis son jeune âge, a dû être très heureuse. Pensez-y, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères américain faisait le salut nazi. Et ils prétendent tous que rien ne s'est passé. Mais la nazification de l'Ukraine s'est arrêtée avec les élections de 2010. M. Yushchenko a eu les coups des franges pendant 6 ans, mais il n'a pas mené à bien les réformes qu'il avait promises. Lors des élections, il s'est à nouveau retrouvé face à M. Yanukovych, le candidat pro-russe. Et cette fois, Yanukovych a gagné de manière décisive, sans aucune marge de doute dans le comptage des bulletins de vote. Ici commence une période délicate, car le pro-russe Yanukovych est tenté par les sirènes de l'Ouest. Le Fonds monétaire international lui promet de gros prêts pour qu'il rejoigne l'Europe. Mais en contrepartie, il exige des réformes et des changements sociaux qui porteraient préjudice aux classes les plus pauvres. Ils font toujours ça avec les pays pauvres. Ils vous montrent l'argent, mais en retour, ils vous demandent de faire un peu de boucherie sociale. Yanukovych lui-même le raconte dans cette interview avec Oliver Stone. Но Международный валютный фонд на протяжении года, когда мы вели переговоры, нам предлагал неприемлемые для нас варианты решения. Значительное поднятие тарифов для населения, прежде всего на энергоносители и на газ, то есть значительный рост расходов населения, при том, что доходы оставались прежние. Мы на это не пошли. Мы предложили другие варианты решения вопросов. Мы получили официальный отказ Международного валютного фонда в ноябре 2013 года. Оставалась Россия. Après un long bras de fer, Yanukovych décide de ne pas signer l'accord économique avec l'Europe. C'est le tournant économique qui détermine tout ce qui se passera au cours des 8 années suivantes. Les médias occidentaux regrettent ouvertement l'occasion manquée d'attirer l'Ukraine dans l'orbite occidentale. Ukraine had an historic opportunity this week to move toward full integration with the European Union. EU leaders wanted to seal an association agreement which would have drawn one of Europe's largest nations firmly into Brussels' orbit. But Ukraine's president walked away from the deal in favor of closer ties with Russia. Les préparatifs du coup d'État commencent. Le député ukrainien Tsarov dénonce au Parlement l'opération Tech Camp, gérée par l'ambassade américaine à Kiev, pour organiser et diriger le soulèvement populaire via les réseaux sociaux. Что на территории нашего государства при поддержке и при непосредственном участии посольства Соединенных Штатов Америки осуществляется проект Техкомп, в рамках которого ведется подготовка к разжиганию гражданской войны на Украине. Проект Техкомп направлен на подготовку специалистов по информационным войнам
и дискредитации государственных институтов современных медиа, потенциальных революционеров для организации протестных действий, свержения государственного режима. Проект находится под патронатом и кураторством посла Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайета. Nous sommes en décembre 2013 et les citoyens de Kiev descendent dans la rue pour protester contre l'impossibilité de trouver un accord avec l'Europe. Au départ, les protestations sont pacifiques. Pendant ce temps, Victoria Nuland s'envole pour Kiev afin de rencontrer le président Yanukovych. Nuland est le personnage clé de toute l'affaire. Ancienne ambassadrice américaine pour l'OTAN sous Bush, Victoria Nuland est l'épouse de l'un des plus importants néoconservateurs, Robert Kagan. Kagan est l'un des fondateurs du PNAC et l'un des auteurs du célèbre document Rebuilding America's Defense. Vous vous rappelez? Nous devons maintenir une supériorité nucléaire stratégique dans le monde entier. Pour comprendre le personnage, Kagan est connu pour une phrase qui est devenue le slogan des néoconservateurs. Quand vous avez un marteau, tous les problèmes commencent à ressembler à des clous. Au moment du Maïdan, Madame Nuland était l'adjointe du ministre américain des Affaires étrangères, John Kerry, chargé de l'Eurasie. Voilà l'infiltration des néoconservateurs dans le gouvernement américain. Simple et direct, à la vue de tous. En décembre 2013, devant l'association États-Unis-Ukraine, Victoria Nuland évoqua sa rencontre qui venait d'avoir lieu à Kiev avec le président Yanukovych. En gros, Nuland lui avait dit « Nous travaillons depuis 5 ans pour amener l'Ukraine à l'Ouest. Nous avons déjà dépensé 5 milliards de dollars. Vous devez signer l'accord avec l'Europe, sinon il n'y a pas d'avenir pour vous. » I spent more than 2 hours with President Yanukovych. It was a tough conversation, but also a realistic one. The United States believes there is a way out for Ukraine, that it is still possible to save Ukraine's European future, and that is where we wanted to see the President lead his country. It would be a huge shame to see 5 years' worth of work and preparation go to waste if the AA is not signed in the near future. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. Mais M. Yanukovych, malgré la pression de l'Occident, ne céda pas et refusa de signer l'accord avec l'Europe. Et à ce moment-là, les Américains décidèrent qu'il était temps de le mettre hors d'état de nuire. Les manifestations sur la place Maïdan, qui avaient commencé de manière pacifique, sont soudainement devenues violentes. Avec la technique habituelle des tireurs d'élite qui tirent à la fois sur la foule et sur la police, la violence éclata sur la place et les manifestations devinrent rapidement incontrôlables. From one of the upper windows of the hotel, a shot rang out. Up there, okay, yeah, our hotel. That window, 1, 2, 3, 4, fifth row from the left, second from the top, one that was open. From the very early morning, unidentified shooters opened fire on the protesters and on law enforcement. And this was a point of no return to Ukraine as we know it. Évidemment, la place Maïdan se transforma rapidement en un bain de sang, où tout le monde tirait sur tout le monde, et où personne ne comprenait plus rien. Après 3 mois d'émeutes, le président Yanukovych fut déposé et contraint de fuir le pays, se réfugiant en Russie. À sa place, Petro Poroshenko fut élu, avec le premier ministre Yatsenyuk, évidemment apprécié par l'Occident. Le coup d'État était terminé. Mais il y a ceux qui nient qu'il s'agissait d'un coup d'État orchestré par les Américains et qui disent que non, c'était un processus démocratique normal, interne à l'Ukraine. En réalité, aucune manifestation pacifique n'a jamais conduit, à elle seule, au renversement d'un gouvernement. Il faut toujours une étincelle, quelque chose qui fasse passer du calme à autre chose, quelque chose de beaucoup plus efficace.
Prenons un peu de recul et voyons qui était sur la place Maïdan pour soulever les foules contre Yanukovych. Arseny Yatsenyuk du parti de Timoshenko, ainsi que Vitali Klitschko de l'UDAR et Oleh Tyanibok du parti Svoboda. Et ce sont précisément ces trois personnages, curieusement, qui font l'objet d'un appel téléphonique entre l'ambassadeur américain Piat et Victoria Nuland. Cet appel téléphonique, surnommé Nuland Gate, était évidemment censé rester secret, mais quelqu'un l'a rendu public, créant un grand embarras pour le département d'État américain. On entend clairement Nuland et Piat décider de la formation du nouveau gouvernement ukrainien après le renversement de Yanukovych. Qui peut en faire partie et qui ne le peut pas. Selon Nuland, Yatsenyuk peut être Premier ministre, tandis que les néo-nazis Klitschko et Tyanibok ne sont pas présentables. Ils peuvent rester à ses côtés, mais doivent agir dans l'ombre. So, I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tyanibok on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week. Cet appel téléphonique est également devenu célèbre parce qu'à un moment, Nuland laisse échapper le fameux « Fuck the EU » lorsqu'elle dit que l'opération doit être menée sous les auspices de l'ONU. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. No, exactly. Nuland confirme à l'ambassadeur Piat que le vice-président Biden a donné son accord pour toute l'opération. Sullivan's come back to me VFR saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick. So Okay. Biden's willing. Okay, great. Pendant les émeutes, Nuland prend également soin d'être vu sur la place, toujours accompagné de l'ambassadeur Piat, apportant du pain aux manifestants. Hello, how are you? Good to see you. We're here from America. Would you like some bread? Please take something. Please. Take something. Guys, are you hungry? No? The United States stands with you in your search for justice, for human dignity, for security, for economic health, and for the European future that you have chosen and that you deserve. Un autre qui ressent un grand besoin de se rendre en Ukraine à ce moment-là est le sénateur américain John McCain. I'm Senator John McCain, and it's always a pleasure to be back in Ukraine. Et McCain n'a aucun problème à haranguer la foule sur la place comme s'il était chez lui. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. Et regardez qui est sur scène avec John McCain. Oleh Tyanibok, le leader du parti nazi Svoboda. Vous vous souvenez? Depuis la fin de la guerre, les Américains entretiennent de bonnes relations avec les nazis ukrainiens et ils ont finalement été utiles. Maintenant, ici, ce n'est pas que nous utilisons le terme nazi de manière arbitraire. Pour que l'on sache bien à qui nous avons affaire, voici un message de Tyanibok publié sur le site officiel de Svoboda, son parti. Чтобы создать действительно украинскую Украину, физически ликвидировать всю русскоязычную интеллигенцию и всех украинофобов быстро, без суда и следствия, расстрелять. Реестр украинофобов на своем участке может составить любой член «Свободы», казнить всех членов антиукраинских партий и организаций, не только пророссийских, но и прорумынских, провенгерских, протатарских. Русскоязычная аморфная биомасса живых желудков – это стадо надо ликвидировать где-то на 5-6 миллионов особей. Bravo John McCain, c'est comme ça qu'on exporte la démocratie. Et voici Nuland avec ses 3 joyaux. Yatsenyuk, le visage présentable de la droite, Klitschko d'UDAR et Tyanibok, le néo-nazi qui fera le sale boulot en restant en dehors du gouvernement. Les 3 mêmes que sur la place Maïdan. Parfois on dit des coïncidences, hein? Klitschko reçoit alors un bonbon et devient maire de Kiev. Et encore une fois, qui est là pour le féliciter d'avoir été élu maire? Victoria Nuland, bien sûr. He was fantastic. Il était fantastique.
Pensez-y, le vice-ministre américain des Affaires étrangères félicitant le maire nouvellement élu de Kiev. Après cela, un gros bisou à Yatsenyuk, une poignée de main de l'ambassadeur Piat et le nouveau gouvernement installé par les Américains est prêt à fonctionner sous la présidence de Poroshenko, pro-américain bien sûr. C'est à ce moment que Yatsenyuk commence à œuvrer pour faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Mais gelons un instant la question internationale. Souvenez-vous, nous sommes en 2014 et voyons d'abord ce qui se passe à l'intérieur du pays après le coup d'État. Après leur victoire, en effet, Tianibok et ses acolytes commencent à préparer les matraques. La nazification de l'Ukraine et la haine des Russes ont véritablement explosé. Des statues de Lénine sont démolies dans plusieurs villes ukrainiennes. Des organisations paramilitaires d'inspiration clairement nazie apparaissent au grand jour. Le plus visible est Pravi Sector, secteur droit, qui dépoussière le vieux drapeau rouge-noir des premiers nazis ukrainiens. De véritables bataillons de miliciens apparaissent dans la ville, font des rondes jour et nuit et se chargent de maintenir l'ordre puisque, disent-ils, la police n'en fait pas assez. Со всеми проблемами, которые существуют в нашей стране. Естественно, мы, как патриоты Украины, возлагаем эти функции на себя. Le tristement célèbre bataillon Azov, une organisation paramilitaire d'inspiration clairement nazie, voit également le jour et est incorporé directement dans la garde nationale ukrainienne en 2014 par le ministre de l'Intérieur Avakov. Les longues processions au flambeau des nazis reviennent dans les rues, comme à l'époque d'Hitler. Bien sûr, le portrait de Stepan Bandera se trouve au premier rang, pendant qu'on fait l'éloge du héros national. Les Ukrainiens nazis de la Seconde Guerre mondiale bénéficient de cérémonies spéciales de réinhumation, tandis qu'ils sont célébrés comme des héros par des soldats ukrainiens en uniforme nazi. Ethnic Ukrainian nationalists wore helmets with swastikas and uniforms marked with Third Reich eagles during the service for 16 members of the SS Division Galicia. The ceremony took place in the western Lviv province. Some veterans were present. During a salute over the grave, costumed reenactors used wartime-era rifles to fire a salute as their leader gave commands in German. Les enfants ukrainiens ressemblent beaucoup au Jugendbund, la jeunesse nazie de l'époque d'Hitler. Lors des manifestations, des enfants ukrainiens donnent des coups de pied au drapeau russe. À l'école, on enseigne que les enfants portant des noms russes ne sont pas de vrais Ukrainiens et qu'ils doivent être séparés et renvoyés chez eux. On apprend aux plus jeunes à dire « Nous allons massacrer les Russes » et à faire le salut nazi. Мар'яночка, ти будеш різати русню? Да. Що ти будеш робити? Русню різати! Я буду різати русню! Я буду різати русню! Les temps deviennent durs pour les Russes en Ukraine. Écoutez le programme du président Poroshenko pour ses concitoyens russophones. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так. Et voici Yulia Tymoshenko qui est retournée dans la rue après avoir passé 3 ans en prison pour abus de pouvoir. Voyez les programmes humanitaires qu'elle envisage pour ses compatriotes russes. для того,
того, чтобы, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Их расстреливать из атомного оружия. Voilà l'ambiance à Kiev après le coup d'État de Maïdan. À ce moment-là, les Russes de Crimée, qui représentent 98% de la population, ont compris le message. Ils ont choisi de se séparer de l'Ukraine et de revenir dans le giron de la Russie. Rappelez-vous, la Crimée a toujours été russe, mais elle avait été donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine pour des raisons qui n'ont jamais été éclaircies. Ainsi, en mars 2014, les habitants de Crimée organisent un référendum dans lequel ils rejettent l'autorité du gouvernement putschiste de Kiev et votent pour le retour sous l'autorité de la Russie. Le référendum se déroule pacifiquement et le oui l'emporte par des pourcentages écrasants. 96,77% des électeurs choisissent de rentrer en Russie. Voici un habitant de Sébastopol après le vote. Праздника воссоединения с нашей истинной родиной России. В принципе, мы никогда от нее и не отходили, и себя так же и чувствовали. Cette démarche exaspère évidemment les Occidentaux, qui accusent M. Poutine d'avoir organisé un référendum bidon pour procéder à une annexion de facto. En réalité, il suffit de regarder les manifestations dans les rues contre le pouvoir putschiste de Kiev et en faveur de la Russie pour comprendre quelle était la véritable volonté du peuple de Crimée. Since the beginning of the Russian invasion, this is the day these people have been waiting for. They've just announced that enough people have voted for the referendum to count, and there's no doubt in anyone's mind here that the vote has been for joining Russia. Et là, après le référendum, quelque chose de fou se produit. L'Occident a complètement retourné le récit des deux événements. Ce qui était clairement un coup d'État à Kiev est devenu une expression légitime du droit à l'autodétermination, et ce qui était un véritable exercice d'autodétermination, à savoir le référendum en Crimée, n'est pas reconnu par l'Occident. Écoutez Obama qui parvient, dans la même conférence de presse, à affirmer en même temps le droit à l'autodétermination des Ukrainiens de Kiev et à le refuser à ceux de Crimée. The referendum in Crimea was a clear violation of Ukrainian constitutions and international law, and it will not be recognized by the international community. As I told Prime Minister Yatsenyuk last week, the United States stands with the people of Ukraine and their right to determine their own destiny. C'est-à-dire que les Ukrainiens de Kiev, puisqu'ils viennent vers nous, ont le droit de s'autodéterminer, alors que les Ukrainiens de Crimée, qui veulent plutôt aller vers Poutine, ne l'ont pas. Imaginez que la situation soit inversée. En d'autres termes, imaginez que les Russes aient organisé un coup d'État à Kiev pour renverser un gouvernement pro-américain et mettre en place un gouvernement pro-russe. Et si la Crimée avait ensuite choisi de se séparer de l'Ukraine parce qu'elle voulait rejoindre l'OTAN. Obama aurait dit « Nous ne reconnaissons pas le coup d'État illégal des Russes à Kiev, mais nous nous félicitons de l'entrée de la Crimée dans l'OTAN qui a exercé son droit sacro-saint à l'autodétermination. » Il aurait facilement inversé les termes et personne chez nous ne s'y serait opposé. C'est malheureusement l'hypocrisie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Les valeurs sont jetées en l'air selon la convenance. Quoi qu'il en soit, les Russes de Crimée voulaient retourner en Russie et ils l'ont fait. Et la confirmation qu'ils avaient raison arriva quelques semaines plus tard. Le 2 mai, lors d'une série de manifestations à Odessa contre le gouvernement de Kiev, les escadrons de la répression nazie descendirent dans la ville pour donner une leçon aux Russes d'Odessa. Ils arrivèrent en ville et menacèrent la police en disant « Si vous ne brisez pas les manifestations, nous le ferons ». Puis les policiers furent chassés de manière musclée et ils se rendirent compte qu'ils n'avaient pas leur place dans la rue.
Une fois que les escadrons nazis eurent pris le contrôle de la ville, ils se dirigèrent vers la place Kulikovo, où les habitants d'Odessa manifestaient contre le gouvernement de Kiev. C'est ici que se déroula ce qui est entré dans l'histoire comme le massacre d'Odessa. Les manifestants furent attaqués par des voyous de droite et contraints de se réfugier à l'intérieur de la maison des syndicats sur la place. Mais ce bâtiment s'avéra être un piège mortel pour eux. Une fois à l'intérieur, les manifestants furent assiégés, tandis que les assaillants lançaient des bombes à essence pour mettre le feu au bâtiment. Ceux qui se réfugiaient sur les corniches pour respirer devenaient des cibles faciles pour les attaquants. D'autres étaient invités à sauter au sol et lorsqu'ils tombaient, ils étaient tués sur place. Finalement, les rabatteurs de Kiev entrèrent dans le bâtiment et massacrèrent tous ceux qu'ils trouvaient en vie. Il y a des photos que nous ne montrerons pas, de corps calcinés, partout, à moitié brûlés. Cela signifie qu'ils ne sont pas morts dans l'incendie, mais que quelqu'un y a mis le feu. D'autres photos montrent une femme enceinte attachée à une table et étranglée avec un fil. Le bilan final est d'environ 50 morts parmi les civils d'Odessa. Le lendemain, les nazis du secteur droit ont célébré la journée d'Odessa sur leur site web comme un autre moment de fierté dans l'histoire de la nation. Dans les régions orientales de Lugansk et de Donetsk, le Donbass, la population russe rejeta également l'autorité du gouvernement issu du coup d'État et organisa son propre référendum pour se détacher de Kiev et devenir une république indépendante. Я хочу поддержать свой народ. Мы против этой банды, мы против фашизма. Я хочу действительно, чтобы это был таможенный союз. Нас не слышит Киев, нас не слышит Евросоюз. Our people want to live quietly and peacefully without the junta who seized power in Kiev, and so that we're not under America and the West. We don't want to be their slaves. We want to be part of Russia. Mais ils n'ont même pas eu le temps de compter les votes que des tanks arrivèrent de Kiev. Едут к нам в Мариуполь. Пидорасы, сука. Ла, сколько их, ничего себе. Так, блядь, что там, ящики какие-то, блядь, везут, да? Ракеты, что ли? О, Катюша, блядь, ёбаные, сука. Это град, блядь, ёбаный. Че град, че Катюша, разница, блядь. А что не собираются, сука, уёбки, блядь? Les Russes aussi envoient des soldats et des armes de l'autre côté de la frontière pour aider la population du Donbass. Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose contre les bombardements ukrainiens. Et le président Poroshenko n'a aucun problème à bombarder les civils de sa propre nation. Самое большое скопление людей. Пожалуйста, посмотрите, что это. Это была моя квартира. Я несколько дней назад вывезла детей отсюда. Так бы мои дети погибли. Которыми можно выразить все это негодование, весь этот страх, всю эту необъяснимость ситуации. Вот посмотрите, это лицо нашего президента Порошенко. Не нашего, но президента Порошенко. Мои дети до сих пор колен. Будь ты проклят, Порошенко. Жить уже нельзя так. Просто нельзя. Помогите. Кто это может? Помогите нам. Сколько можно? Viennent ensuite les néo-nazis du secteur droit qui rejoignent le bataillon d'Azov dans le nettoyage ethnique du Donbass. Разом ми придушимо антидержавний заколот і відновимо територіальну цілісність нашої батьківщини. Слава Україні! От з кожною оцією тряпкою буде отаке саме. Ми його знищимо, цю заразу.
Ce que les néo-nazis de Kiev font aux populations russophones, nous le faisons décrire par un rapport de l'ONU de novembre 2014, c'est-à-dire 6 mois après le début des opérations. Le rapport indique « De graves violations des droits de l'homme persistent dans l'est de l'Ukraine, malgré un cessez-le-feu précaire. Des civils continuent d'être tués, arrêtés illégalement, torturés et amenés à disparaître dans l'est de l'Ukraine, et le nombre de personnes déplacées a considérablement augmenté malgré l'annonce d'un cessez-le-feu le 5 septembre. Selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, au moins 4317 personnes ont été tuées et 9921 blessées dans la zone de conflit dans l'est de l'Ukraine entre la mi-avril et le 18 novembre. Les groupes armés continuent de commettre de graves violations des droits de l'homme, notamment des actes de torture, des enlèvements arbitraires non signalés, des exécutions sommaires, du travail forcé et des violences sexuelles, ainsi que la saisie et la destruction illégale de terres et de bâtiments. Cela vous semble familier? Torture, exécutions sommaires, violences sexuelles? Ceux qui accusent les Russes de ces crimes aujourd'hui sont ceux-là même qui les ont commis contre les Russes dans le Donbass en 2014. Cependant, lorsque les Ukrainiens faisaient ces choses, nous n'en entendions jamais parler. Où étaient donc nos journalistes, Mentana, Formigli et Palombelli? Ils dormaient du sommeil du juste, c'est là qu'ils étaient. Si des civils russes meurent, qui s'en soucie? Et en parlant d'accuser les autres des saletés que vous faites, regardez cette photo. C'est un soldat ukrainien qui prépare des bombes pour les larguer sur le Donbass. Sur les projectiles est écrit en russe « Meilleurs vœux pour vos enfants ». Et ces bombes sont photographiées au départ, pas à l'arrivée, donc on sait d'où elles viennent. À Donetsk, il existe un cimetière spécial appelé l'Avenue des Anges, où sont enterrés plus de 250 enfants tués par les bombes des Ukrainiens à Kiev. Tous ont entre 6 et 9 ans. Et tout cela ne s'est pas terminé en 2014, mais a continué jusqu'à aujourd'hui. En fait, même avec l'arrivée de Zelensky, les choses ne se sont pas améliorées pour les Russes dans le Donbass. En mai 2019, en effet, Zelensky a battu Poroshenko aux élections et est devenu président. Tout d'abord, Zelensky a promis de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Il l'a dit clairement dans son premier discours au Parlement. Mais ensuite, il n'a plus été question de mettre fin à la guerre. Comment cela se fait-il? En tant que président, il est également le commandant en chef des forces armées. Un ordre direct de sa part, sans intermédiaire, aurait suffi à arrêter les bombardements. Mais cela n'est jamais arrivé. Qui, pensez-vous, l'a fait changer d'avis? Voulez-vous une preuve supplémentaire que Zelensky n'est qu'une marionnette manipulée d'en haut? Tout ce dont Zelensky avait besoin pour arrêter la guerre aurait été de mettre en œuvre les accords de Minsk de 2015, qui prévoyaient un statut spécial pour les régions du Donbass et la création d'une zone tampon de 25 km entre le territoire ukrainien et le territoire séparatiste. Cette seule zone tampon aurait permis d'arrêter immédiatement les tirs. Mais Zelensky n'a jamais voulu appliquer ces accords. Comment cela se fait-il? Nous sommes arrivés en février de cette année, alors que la crise internationale devenait irréversible et que les accords n'avaient toujours pas été respectés. À ce moment-là, Macron réussit à arracher un engagement, à la fois de Poutine et de Zelensky, pour enfin mettre en œuvre ces fameux accords afin d'arrêter la guerre qui s'annonce. Et Macron l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Kiev devant le monde entier. Nous sommes le 8 février 2022. Conversations, I've been able to get the very clear and explicit commitment of President Putin and President Zelensky to implement the Minsk agreements. Mais le lendemain, bizarrement, Zelensky change d'avis et reprend tout. Сегодня вечером официальный Киев заявил, что не намерен выполнять Минские соглашения и вести прямые переговоры с Донбассом. Произошло это спустя всего лишь 20 часов после совместной пресс-конференции Макрона и Зеленского, на которой утверждалось, что вот теперь-то Украина точно приступит к реализации договоренностей, от которых в прямом смысле зависит решение вопроса войны и мира.
Voilà qui est l'homme qui se connecte maintenant à tous les parlements du monde et se plaint de l'invasion russe de son pays. Mais c'est lui qui a renié définitivement les accords de Minsk, qu'il aurait pu facilement mettre en œuvre il y a 2 mois, voire 2 ans s'il avait voulu. Pourquoi ne l'a-t-il jamais fait? Et pourquoi a-t-il changé d'avis du jour au lendemain en février dernier? Peut-être quelqu'un voulait-il que la guerre dans le Donbass se poursuive pour laisser Poutine sans option et le forcer à intervenir militairement? Peut-être. Nous ne pouvons pas le savoir. Mais en réalité, l'Ukraine n'a jamais respecté les accords signés en 2015 et la guerre contre la population du Donbass s'est poursuivie jusqu'au jour où Poutine a décidé d'envahir le pays. Revenons maintenant à la question de l'OTAN, qui est l'autre raison pour laquelle Poutine aurait attaqué l'Ukraine, c'est-à-dire aurait empêché l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. En 2007, après la dernière vague d'annexion, qui a vu l'entrée dans l'OTAN de la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie, M. Poutine a déclaré à la conférence sur la sécurité mondiale: « L'OTAN a placé ses forces de première ligne à nos frontières. Cette expansion représente une grave provocation qui réduit le niveau de confiance mutuelle. Et nous avons le droit de demander, contre qui cette expansion est-elle dirigée? Et qu'est-il advenu des assurances que nos partenaires occidentaux nous ont données après la dissolution du pacte de Varsovie? Bien sûr, personne n'a jamais répondu à cette question. Alors que la course pour faire entrer l'Ukraine, la grande pièce manquante, dans l'OTAN a commencé. Maintenant, il y a quelque chose à dire. Parce que j'entends souvent des commentateurs à la télévision dire qu'il n'est pas vrai que l'Ukraine allait rejoindre l'OTAN et que par conséquent, pour Poutine, cela n'était qu'une excuse pour envahir l'Ukraine et prendre le pays. Regardons donc de plus près comment l'Ukraine n'était pas sur le point de rejoindre l'OTAN. Revenons donc en 2014, où nous avions laissé Yatsenyuk comme Premier ministre fraîchement nommé après le coup de Nuland. Dès son installation, M. Yatsenyuk a reçu les félicitations de John Kerry, ministre américain des Affaires étrangères, de l'ambassadeur américain Piat et de John McCain, le touriste habituel par hasard. Ensuite, Yatsenyuk est accueilli avec les plus grands honneurs par Ban Ki-moon aux Nations Unies, par David Cameron en Angleterre, par Merkel en Allemagne avec Vitali Klitschko et ensuite par l'Union européenne. Puis il se rend à la Maison Blanche et il prend soin de faire savoir clairement au monde quelle est la position de la nouvelle Ukraine. Probably in the nearest future, next week or in 10 days, Ukraine is to sign a political part of association agreement with the European Union, and we want to be very clear that Ukraine is and will be a part of the Western world. Après cela, Yatsenyuk invite l'OTAN à lui rendre visite à Kiev et demande ouvertement de l'aide et des armements pour soutenir le nouveau gouvernement. I passed an invitation to the North Atlantic Council to visit Kiev, and it would be great if you have a meeting in Kiev. We believe that we need to enhance our cooperation, and we would be grateful if we get some kind of additional support in technical support, humanitarian support, in improving Ukrainian defense and security system on the technical level. So this would help us to stabilize the situation and to maintain peace and stability in the region. Le 29 août 2014, M. Yatsenyuk annonce que l'Ukraine va demander à adhérer à l'OTAN. Le 21 novembre, la coalition gouvernementale annonce que l'OTAN est sa priorité. Le 23 décembre, le Parlement de Kiev met fin au statut de pays non aligné de l'Ukraine, une condition nécessaire pour entamer le processus d'admission à l'OTAN. En mars 2015, Porochenko approuve un plan d'exercice militaire multilatéraux avec l'OTAN. Il s'agit de l'opération Fearless Guardian, avec 2200 soldats dont 1000 Américains, de l'opération Sea Breeze, avec 1000 Américains et 500 soldats de l'OTAN, et de l'opération Rapid Trident, avec 500 soldats américains et 600 soldats de l'OTAN. Le 11 avril, le premier convoi militaire de l'OTAN arrive en Ukraine, pour l'opération Fearless Guardian au départ de Vicence. En avril 2016, Biden promet à Porochenko 335 millions de dollars d'aide à la sécurité. Ils s'ajouteront à un troisième prêt de 1 milliard de dollars. En juin 2017, la Rada, le Parlement de Kiev, vote une loi rétablissant l'adhésion à l'OTAN comme une priorité de la politique étrangère ukrainienne. La loi est signée par le président du Parlement,
Andrei Parubi, qui a cofondé le parti néo-nazi Svoboda avec Oleh Tyanibok. Celui qui serre ici la main de notre progressiste Laura Boldrini a fait l'objet d'une enquête pour le massacre d'Odessa et a fait publiquement l'éloge d'Hitler à la télévision en disant qu'il était la plus grande personne à pratiquer la démocratie directe. C'était le président du Parlement ukrainien sous Porochenko. Retour à la chronologie. En 2017, un mois plus tard, Porochenko rencontre le secrétaire de l'OTAN, M. Stoltenberg, et demande officiellement à ce que le chemin vers l'admission à l'OTAN soit engagé. En septembre 2018, Porochenko demande au Parlement de modifier la Constitution pour faciliter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le 7 février 2019, le Parlement approuve les modifications requises de la Constitution et confirme la voie de l'Ukraine vers l'Union européenne et vers l'OTAN, avec un total de 334 voix favorables sur 385. Le 21 février, l'amendement à la Constitution prévoyant l'adhésion à l'UE et à l'OTAN entre officiellement en vigueur. En mai 2019, comme nous l'avions déjà mentionné, Zelensky remporte les élections et prend la place de Porochenko. Zelensky continue sur la voie tracée par son prédécesseur. Dès qu'il est élu, Zelensky s'envole pour Bruxelles et rencontre Stoltenberg, secrétaire de l'OTAN. En juin 2020, l'OTAN accorde à l'Ukraine le statut de partenaire avec des possibilités accrues. En septembre 2020, le président Zelensky approuve la nouvelle stratégie de sécurité nationale qui prévoit le développement du partenariat spécial avec l'OTAN dans le but d'en devenir membre. Le 24 mars 2021, Zelensky signe un décret présidentiel pour mettre en œuvre la décision du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine sur la stratégie de chômage et de réintégration du territoire temporairement occupé de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. La stratégie de lutte contre le chômage et la réintégration du territoire implique de reprendre militairement la Crimée et Sébastopol. En mai 2021, le sénateur américain Chris Murphy se rend à Kiev et rencontre Zelensky. Il annonce ensuite que l'ouverture à l'Ukraine du plan d'adhésion sera la prochaine étape logique vers l'entrée dans l'OTAN. Un mois plus tard, au sommet de Bruxelles, les dirigeants de l'OTAN reconfirment la décision prise en 2008 au sommet de Bucarest, selon laquelle l'Ukraine deviendra membre de l'Alliance, le plan d'adhésion faisant partie intégrante du processus. Le 28 juin 2021, l'Ukraine et l'OTAN lancent un exercice militaire conjoint en mer Noire. Le 28 novembre, sur fond d'accusations et de contre-accusations, Moscou exige des garanties juridiques que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. Ces garanties, bien sûr, ne sont pas données. Le 30 novembre, Poutine déclare officiellement quelle est la ligne rouge des Russes en Ukraine. Tout nouveau placement de forces ou de matériel de l'OTAN en Ukraine représenterait la ligne rouge pour son pays. Poutine a notamment souligné ses inquiétudes quant à l'arrivée potentielle de missiles hypersoniques à longue portée qui pourraient toucher Moscou en 5 minutes. J'espère que nous n'en arriverons pas là, a déclaré M. Poutine, et que le bon sens et la responsabilité envers son propre pays et la communauté mondiale finiront par l'emporter. Le 1er décembre 2021, Poutine exige officiellement des garanties que l'OTAN ne s'étendra pas vers l'Est. Mais les États-Unis répondent que, pour l'Ukraine, les portes sont toujours ouvertes. Le 23 décembre, lors d'une conférence de presse, M. Poutine répète qu'une nouvelle expansion de l'OTAN vers l'Est est inacceptable pour eux, et il explique une fois de plus pourquoi. We have made it clear that any further NATO movement to the east is unacceptable. There is nothing unclear about this. We are not deploying our missiles over at the borders of the US. No. On the other hand, the US is deploying its missiles close to our home, on the porch of our house. So, are we demanding something excessive? We're simply asking them not to deploy their attack systems over at our home. What is so unusual or peculiar about that? Mais les États-Unis font semblant de ne pas entendre. Le 31 janvier 2022, aux Nations Unies, l'ambassadeur russe accuse publiquement les États-Unis d'attiser les tensions et de les entraîner vers la guerre, comme si tel était vraiment leur désir caché. Western colleagues are talking about the need for de-escalation. However, first and foremost, they themselves are whipping up tensions and rhetoric and are provoking escalation.
The discussions about a threat of war is provocative in and of itself. You are almost calling for this. You want it to happen. You're waiting for it to happen, as if you want to make your words become a reality. Mais les États-Unis continuent de faire la sourde oreille. Le 8 février, Poutine, sur un ton clairement impatient, lance un dernier avertissement aux médias occidentaux. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. À ce moment-là, la Russie adresse une dernière demande officielle aux États-Unis afin de mettre par écrit que l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN et qu'elle n'accueillera pas d'armes balistiques de l'OTAN. La réponse, ou plutôt la dernière gifle, vient directement du ministre américain des Affaires étrangères, M. Blinken. I can't be more clear. NATO's door is open, remains open, and that is our commitment. À ce stade, Poutine n'a pas d'autre choix. La seule façon d'empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN et de placer des missiles le long de ses frontières est de l'envahir militairement. Exactement comme pour Kennedy. La seule façon d'éviter les missiles russes à 22 kilomètres des côtes de la Floride aurait été d'envahir Cuba si les Russes ne les avaient pas retirés. Pourquoi la logique de Kennedy était justifiée alors que celle de Poutine ne le serait pas aujourd'hui? Quelqu'un doit encore nous l'expliquer. À propos, ce que Poutine exige depuis des années, à savoir que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN, c'est précisément la première chose que Zelensky est prêt à concéder depuis le début de la guerre. Zelensky a répété plus d'une fois que nous devons accepter que l'adhésion à l'OTAN soit hors de question pour nous. Il y a donc un argument à faire valoir. Si cette concession avait été accordée immédiatement, c'est-à-dire si la Russie avait reçu les garanties qu'elle a continué à exiger jusqu'à la mi-février, cette guerre n'aurait probablement jamais eu lieu. Mais les États-Unis ont catégoriquement refusé de donner cette garantie et l'ont fait d'une manière clairement provocatrice. Alors, qui voulait vraiment que Poutine attaque l'Ukraine? Poutine ou les États-Unis? Et en fait, il se trouve que les vrais gagnants de toute cette affaire sont les Américains eux-mêmes. L'Ukraine a été utilisée comme appât. Zelensky est tombé dans le panneau et maintenant, ses citoyens meurent sous les bombes. Entre-temps, les Américains, grâce à l'invasion de l'Ukraine, ont pu A. détacher définitivement la Russie de l'Europe, ce à quoi ils tenaient beaucoup, et B. déclencher une russophobie totale en Occident en criminalisant Poutine au point de pouvoir lui imposer toutes les sanctions économiques possibles. C'était la stratégie décrite par les néoconservateurs il y a 20 ans pour mettre les Russes à genoux, les déconnecter de l'Europe, les encercler, les provoquer jusqu'à ce qu'ils réagissent, puis les punir par des sanctions économiques maximales. Les Américains appellent ça win-win, gagner sur tous les fronts. Je vais m'arrêter là. Mais au moins, vous avez maintenant tous les faits historiques à votre disposition, et pas seulement la moitié que nos télévisions nous disent. Je voudrais conclure par une citation d'Otto von Bismarck, le chancelier allemand de la fin du XIXe siècle qui connaissait très bien les Russes. Je connais 100 façons de faire sortir l'ours russe de sa tanière, disait Bismarck. Mais je ne connais pas une seule façon de l'y faire rentrer. Ne taquinez pas l'ours russe. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. À force de l'entourer, de le taquiner, de le provoquer, l'ours est sorti de sa tanière. Et maintenant, nous avons tous des problèmes. Alors s'il vous plaît, remettons-nous tous à discuter de la dernière roquette qui est tombée pour voir si elle venait du nord ou du sud. Concentrons-nous sur les ours en peluche ensanglantés, les morts et les maisons détruites. Et continuons à nous dire à quel point Poutine est malveillant, sans faire d'analyse historique sérieuse. Nous les Italiens faisons toujours ces analyses après coup quand il est trop tard.
Peut-être que dans 2 ans, lorsque les conséquences de nos mauvais choix se seront abattues sur nous, lorsque nous serons au cœur d'une crise économique insupportable, alors nous commencerons à réfléchir calmement. Toujours après, toujours en rétrospective. Dans 2 ans, il y aura un autre gouvernement. L'actuel sera parti et les nouveaux diront « Mais en fait, si nous avions été plus prudents, nous aurions pu éviter certaines erreurs. » Et qu'est-ce qui nous empêche de faire cette analyse aujourd'hui? Rien. C'est juste la paresse d'avoir à admettre que nous aussi avons fait de grosses erreurs. C'est tout. Par orgueil, par paresse et par lâcheté. Parce que nous avons peur de contrarier les Américains, nous nous condamnons à un avenir bien pire que celui qui aurait pu être pour nous tous. Sauf que, du jour au lendemain, si nous continuons d'envoyer des armes en Ukraine, nous pourrions devenir la cible directe d'une guerre plus large. Bon voyage autour du soleil, comme dirait Giulietto Chiesa.